Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Kerr, je suis avec Cardel et Big B. Salut. Bonjour. On est là pour vous parler du nouvel épisode de Game of Thrones, saison 6, épisode 4, Book of the Stranger. Book of the Strangers. Of the Strangers. Voilà. Alors, attends, sont-ils plusieurs? Et un épisode diffusé donc ce Non, dernier il est dimanche. Très bien noté sur IMDb, un épisode marquant et on va tout de suite rapidement vous dire notre avis sur l'épisode, puis après on se baladera dans Westeros. Cardel, t'en as pensé quoi ? Globalement, plutôt bon épisode, tu viens de le dire, il a été super bien noté sur IMDb, c'est-à-dire 9,3 sur 10. Les autres épisodes de Game of Thrones aussi, non, Oui, généralement. c'est pas mal, bon, oui. voilà, donc c'est pas trop une indication. Ça avance, ils ont arrêté leur histoire de une scène qu'on ne reverra plus et on passe à autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu de trait d'humour qui tombe à l'eau cette fois, ce qu'on avait pu reprocher au précédent. Enfin, en tout cas, ce que j'avais pu reprocher au précédent Alors qu'il y épisode. en a un très fort, Mais qui marche. ouais, avec Brienne et Tormund. Oui, mais qui marche. Et j'ai juste un petit souci avec la fin que je trouve facile, mais ça n'empêche rien au fait que la fin était quand même réussie, même si je trouve que scénaristiquement parlant, c'est un peu facile. Et toi, Big B, t'en as pensé quoi de cet épisode ? J'en ai pensé que, eh bien, on aurait dû le prévoir, mais toutes ces petites scénettes de 2 minutes, c'était parce qu'il y avait 10 000 endroits différents. Et en fait, ces différents endroits sont en train de se reconnecter là maintenant. L'histoire de Stannis s'est reconnectée avec l'histoire de notre ami Jon. Sansa s'est reconnectée avec l'histoire de Jon. Donc par rapport aux saisons précédentes, eh bien, on a moins d'histoires en fait qu'on suit parce que les personnages sont en train de se concentrer. Et c'est vraiment bien parce que du coup, ça avance. Et en plus, la série, dans son montage, a un rythme que je trouve très agréable parce que on est en train de suivre Jon. On passe du côté de Westeros et après on resuit la Garde Noire et après on va resuivre Tyrion. Donc en fait on voit, certes c'est des scénettes, mais on voit la zone entièrement en fait évoluer. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est pour moi le reproche que j'avais à faire sur l'épisode précédent. Après, est-ce que c'est pas parce que oui, certes, ils se regroupent, mais t'en as aussi qui sont un peu explosés. C'est-à-dire, par exemple, Daenerys qui n'est plus avec Tyrion et tout ça. On aurait pu passer à Dorne, qui sont des nouveaux personnages. On aurait pu aller sur Bran. Est-ce que c'est pas aussi qu'ils réduisent le nombre les deux sont de vrais. scènes ouais. Je pense que vraiment les deux sont vrais et ça donne un épisode qui est beaucoup plus impactant parce que beaucoup plus concis. Chaque zone quasiment avance bien, sauf peut-être Port-Réal, mais on en reparlera. Et scénaristiquement, pour l'instant, ça va vraiment dans le bon sens. Donc, en tout cas, dans un sens qui me plaît. Donc, je suis très content de cet épisode. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Ekar ? Et ben moi je pense que c'est mon épisode préféré de Game of Thrones depuis longtemps. En épisode qui m'a vraiment marqué et qui m'a retourné, je pense que le dernier qui était dans ce cas-là, c'était la mort d'Oberyn face à la montagne. Donc ça commence à dater, fin de saison 4. Et là, cet épisode m'a énormément plu avec une scène d'intro qui nous a apporté ce qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Finalement, c'est des émotions positives. C'est-à-dire que Game of Thrones, soit nous frustre par la manière dont elle avance lentement, soit elle nous choque avec la mort d'Oberyn, avec la mort de Jon, etc. Ou avec des moments incroyables comme la résurrection de Daenerys dans les flammes, etc. Mais il n'y avait plus de moments de belle émotion comme on avait au début avec les Stark, les adieux de Ned et de Catelyn, etc. Et là, on l'a revécu avec Jon Sansa. Ça m'a vraiment fait... ça m'a touché. Et après, j'ai trouvé que l'épisode avançait vraiment beaucoup, comme le disait Big B, sur beaucoup d'endroits. Et puis, la fin, là, je te rejoins tout à fait. C'est une fin qui est facile, mais c'est une scène qui en jette et qui, surtout, en dehors du fait qu'elle a, par contre, énormément de défauts, là, je suis d'accord avec Big B, dans les faits, elle fait avancer Daenerys, mais... C'est un truc de ouf. Ouais. Daenerys n'avait pas avancé comme ça depuis plusieurs saisons. Là, elle se retrouve... Et depuis les Immaculés, un peu. Bah oui. Ouais. Depuis les Immaculés, parce que l'intervention du dragon la saison passée, c'était plus pour la sortir de la panade que la faire avancer. Là, très clairement, elle a une armée de ouf avec les Dothraki qui ont perdu tout leur cal et qui n'ont plus qu'une Khaleesi. Et c'est ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, c'était ce qui allait se passer. Par contre,
On en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Ouais, on n'avait pas dit ça vraiment. On pensait que les Khal allaient se joindre à elle, en tout cas pas Oui, mais qu'ils dans allaient être décimés comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. On avait dit que Khaleesi allait récupérer les Dothraki. Avec ou sans les Khal, ça on le savait pas, mais voilà. Et du coup, peut-être commençons Ouais. par cette zone. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'histoire de Khaleesi? Eh ben, moi je vais commencer parce que j'étais dans ma foulée. Du coup, Est-ce qu'on commencerait pas par le voyage un peu useless de Jonah Mormont et de... mais il est pas du tout useless en fait parce que alors justement pourquoi je vais interagir là-dessus, c'est que en fait Jorah et J'oublie toujours son nom. Et beau gosse. Et beau gosse. Mais non, mais en plus je le sais, ça m'énerve. C'est des petits trous de mémoire. Bon, Ce n'est et pas donc- qu'on n'a pas préparé la Voilà. vidéo, on vous jure, c'est juste un petit trou de mémoire. Et donc, Dario Naharis. Dario Donc les deux n'ont eu d'impact sur la grande victoire de Daenerys que le fait finalement de bloquer la porte. Dans les faits, c'est ça. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, elle aurait dû improviser. Mais je pense qu'elle s'en serait sortie quand même. il n'y a pas de petit job. Voilà. Mais dans les faits, Oui, elle aurait dû improviser s'ils n'avaient pas été là. les Khal auraient pu se barrer de la pièce. Mais elle aurait pu, en fait, Là ou je pas, pense elle que l'aurait sa fait. stratégie c'était d'obtenir ça avec l'autre Khaleesi. Et c'était son rôle. Et là, bon, du coup, c'est Dario et puis Jorah. Et puis Jorah, décidément, quand on en a un, l'autre s'en va, qui interviennent. Mais par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est que dans toutes les prévisions qu'on avait fait sur comment Daenerys allait s'en sortir, il y avait soit l'intervention de Jorah et de Dario, soit l'intervention des dragons. Mais en aucun cas, en tout cas moi, de mon point de vue, je m'étais dit que Daenerys allait s'en sortir toute seule et que c'est elle qui allait prendre son destin en main et qui allait mettre à ses pieds les Dothraki. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pas de dragon dans cet épisode. Les deux compères n'ont qu'un rôle minime. C'est elle face à tous les Khal et c'est elle qui leur dit « Vous n'avez pas les couilles de prendre tous les Dothraki avec vous. Moi, bon, je les ai pas, mais j'ai en tout cas le courage et je vais le faire et je vais vous tuer. » Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper stylé. Après que le feu tombe, que tout s'embrase, comme tu le disais en off, Big B, c'est vrai que c'est un peu cheap, mais dans les faits, enfin voilà. Et il y a cette sortie d'une Daenerys nue dans les flammes, ça lui donne un espèce de côté divin qui est indéniable. Et alors divin dans le sens divinité, hein, pas dans le sens mais vraiment cette scène se termine comme on a connu beaucoup de scènes finalement de Game of Thrones. Il y a eu plusieurs saisons qui se sont terminées avec une scène sur Daenerys quand elle sort des flammes, quand elle détruit les propriétaires des Immaculés, etc. Ou alors quand elle est portée par la foule à coups de Missa. On retrouve la Daenerys qui avance et qui est soulevée par un peuple ou enfin voilà, et c'est ce qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Et là-dessus, je suis vraiment satisfait. J'ai une petite question pour vous. Je vais un tout petit peu sortir du sujet, mais j'ai beaucoup regardé de vidéos qui expliquaient un peu Game of Thrones, tout ça. Et ce qui est très fréquent, c'est de dire attention, Daenerys, c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est une Targaryen qu'elle ne peut pas être brûlée, c'est parce que la magie, tout ça. Or, je me souviens, dans la première saison de Game of Thrones, où la magie n'est pas encore intervenue, qu'il y a notamment cette scène où elle rentre dans un bain brûlant, où quelqu'un derrière lui dit attention, machin, elle ressent rien. Il y a aussi une autre scène où elle touche les œufs de dragon qui étaient dans le feu, où lui dit attention, Khaleesi, tu vas te brûler, machin, elle n'a rien. Donc en fait, dans la série, elle est... Alors, il y a une différence. Concrètement, George R.R. Martin a dit c'est une vraie aujourd'hui, question. a dit aujourd'hui que dans le bouquin, Daenerys n'était pas insensible au feu, qu'elle peut brûler comme son frère. Il l'a clairement dit. Il a dit qu'en fait, ce qui s'est passé avec les dragons, c'est de la magie, c'est le fait qu'il y avait la sorcière, c'est un miracle. Il a utilisé ce terme-là. Dans la série, ça ne suit pas du tout ce chemin-là. Il faut partir du principe que c'est différent entre la série et le bouquin sur la nature de Daenerys. Elle est insensible au feu. C'est juste qu'ils ont eu plus de budget en fait. Voilà, ils pouvaient le faire. Et toi, Big B, sur Khaleesi, sur Daenerys? Je pense beaucoup comme Kerr, donc je vais pas répéter. Le truc, c'est que
Bon, cette fin, est-ce qu'elle est trop facile? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'au final, ils nous ont fait un petit coup des stocks et puis d'un seul coup, hop, j'ai récupéré une grande armée au moment où, tiens, j'ai 2 villes à aller combattre. Oui. C'est vraiment un gros coup de voilà, bol. scénaristiquement, je trouve ça très facile. C'est vraiment un petit peu dommage. Le truc, c'est qu'en même temps, j'ai envie de dire, en tant que spectateur, il y a 2 envies. C'est d'un côté, le fait qu'il y ait une intrigue qui fait qu'elle la gagne et que ce soit mérité. Ce qui est presque pas le cas là, parce qu'en fait, elle a un don et elle l'utilise super. Et le truc, c'est que par contre, la série, elle a besoin d'aller vite. Et là, on sent, elle veut accélérer. On n'a vraiment presque pas l'impression que les scénaristes ont eu plus d'épisodes que ce qu'eux-mêmes avaient demandé, parce qu'on sent que ça doit enquiller. Là, on pense que dans 2 épisodes, elle va revenir à Mérine avec ses armées. Et 4 ou 5 après, elle va reprendre les différentes villes. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien, c'est très beau. Voilà. Après, bon, le truc des flammes, c'est complètement... quand elle balance les flammes, je trouve que c'est complètement loupé en termes de réa à l'intérieur. Mais voilà. Moi, j'ai envie de dire, peut-être, du coup, on peut enquiller sur Tyrion et Varys, où là, je suis beaucoup plus partagé par cette scène, parce qu'on voit clairement que Tyrion règle ce qui se passe à Mérine comme il a toujours réglé à Port-Réal, c'est-à-dire un accord financier, on tape dans la main et on envoie les putes. Et c'est exactement pareil. Exactement ça. Ouais. C'est exactement de la même manière qu'il gère à Mérine. Et on voit la gueule de Grey Worm qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, on a toujours fait des trucs, on est pur. Et le truc, c'est que la série insiste énormément via les 2 personnages et via les 2 conseillers de Khaleesi sur le fait qu'il est en train de faire une connerie parce que c'est pas la bonne manière de parler avec les maîtres des esclaves, en tout cas avec l'abbé des esclaves. Et Tyrion, il s'en est toujours tiré, il a toujours été un stratège, tu vois, politique supérieur. Oui, voilà, supérieur à tous les autres. Varys a tout le temps été aussi à prendre les gens, tu vois. Il avait un coup d'avance sur tout le monde. Ouais, exactement, Varys. parce que c'est espion, parce que son esprit. Et donc là, on a 2 très grands stratèges, mais les common people, tu vois, les gens du peuple, clairement disent c'est une connerie. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est parce que ils sont juste en train de gagner du temps pour que Daenerys revienne? Peut-être, mais j'ai la sensation, ou en tout cas que la série essaie de nous dire ils vont se faire taper sur les doigts, ou en tout cas le message n'est pas très clair. Et du coup, je suis vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer, parce que c'est la première fois où on voit... J'ai l'impression que Tyrion est peut-être plus dans les emmerdes que quand il était au procès, où ils allaient lui dire qu'il était condamné pour meurtre. Et ben moi, je te rejoins là-dessus, parce qu'en fait, je pense que Vergris et Missandei, leur avis, en fait, reflète ce que dirait Daenerys si elle a été là. Et elle dirait pas d'accord en ces termes, non à l'esclavage, etc. Et est-ce que là où je te rejoins, c'est que c'est peut-être un avertissement qui risque, pour Tyrion, il risque d'y avoir un retour de bâton quand Daenerys va revenir, d'autant plus que Daenerys, là, avec les Dothraki, sera beaucoup plus puissante et beaucoup moins consignante. Elle aura aucune raison d'être consignante, étant donné qu'elle aura toute la puissance de feu avec elle. Donc peut-être que Tyrion prend des risques en effet. Mais je pense, comme toi, qu'il essaye de gagner du temps. Parce que de toute façon, il peut rien faire contre ce qui se passe à Astapor et dans le délire. Et puis après, c'est assez logique ce qu'il propose. 7 ans pour qu'on passe d'un système, j'allais dire féodal, ils sont toujours dans un système féodal, mais dans un système où il y a des esclaves. Tyrion le dit d'ailleurs à un moment, que de toute façon, il y aura toujours des gens au-dessus du peuple. C'est sûr que, bon, tu regardes ce qui s'est passé sur la Révolution française, on a tout fait pour que ce soit d'un coup. Et au final, il y a eu une très grande période d'adaptation pour passer d'un système à l'autre. Donc c'est vraiment pas idiot, mais la série vraiment clairement met des warnings. Et je suis curieux de pourquoi est-ce qu'elle en met autant. Et ça fait longtemps que j'ai pas été inquiet comme ça pour le personnage de Tyrion. Ouais, je suis d'accord. T'as un mot là-dessus, mon cher Cardel ? Non, rien de plus à rajouter. On passe à Théon alors ? Eh ben, passons à Théon. Passons de Tyrion à Théon. Passons de Tyrion à Théon. Qui a retrouvé sa sœur. Un avis là-dessus ou c'est juste une introduction à ce qui arrive par la suite ? Moi, j'ai envie de dire c'est une introduction sur la suite. D'ailleurs, la preview de l'épisode précédent montre qu'une grosse partie va se passer sur le fait de justement la sœur va-t-elle récupérer son trône ou pas. J'ai pas lu les bouquins, car oui, là j'ai l'impression qu'elle ne l'aura pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est parti pour qu'elle ne l'ait pas et que
au final, ça crée une cassure dans les Iron Island. Mais surtout, dans où les est passé En l'oncle fait, par rapport au bouquin, je peux le dire, il manque 2 personnages. Un qui est très important et qui n'est pas là, donc Victarion, et un autre qui est là, mais qui est qui est dans le fond, c'est-à-dire qu'il a même pas été cité, c'est le père, je vais peut-être dire une bêtise, mais Choukas, parce que là on enregistre la vidéo, il est assez tard, mais c'est Fouras, voilà, merci, un personnage qui est très important dans le bouquin et qui est vraiment très intéressant, et qui là est un simple figurant qu'on a vu, donc c'est le monsieur aux longs cheveux gris et tout habillé en blanc, qu'on a vu très rapidement et qui dit rien. Et là, à mon avis, l'opposition avec les Ferney, ça va être Euron, donc l'oncle qui a tué le roi. Qui a tué Donc le roi. la sœur de Théon Des Ferney. et Théon qui vient l'aider, mais dans le bouquin, Théon est... Enfin, en tout cas, de mémoire, Théon n'est pas là pour aider sa sœur. Où est passé l'oncle, celui qui a tué le père à Théon et à sa sœur? Où est-il passé? Là, il est en train de préparer. Là, il est avec ses bateaux. Il est en train de préparer l'assemblée des Ferney. Ouais. Donc là, on sent qu'il va y avoir une lutte des pouvoirs. C'est peut-être une des rares zones où on a l'impression que c'est parti pour faire du surplace. Ouais, attention, peu parce que oui, tu dis ça avec un certitude. peu oui, un peu non. Tu dis ça avec certitude parce que le bouquin, mais là dans la série, rien ne nous indique que c'est lui qui est en train de préparer le truc. Bon, en tout cas, Enfin, je serais quand même surpris. C'est lui qui tue le roi et... mais là il a disparu. Regarde, à la place du roi qui est là, c'est sa fille. Lui, on l'a plus vu depuis l'épisode 1. Il n'existe plus, ce monsieur. Oui, mais le père Choukas dit... il le mentionne dans l'épisode 2, je crois. Il le dit qu'en fait, Euron est en train de préparer l'assemblée et qu'elle va devoir se battre pour avoir le vote des J'avais Ferney. zappé cette info. En fait, le truc, c'est que, bon, on sent qu'il va arriver, va y avoir une lutte de pouvoir sur l'épisode prochain. Ensuite, on a un peu l'impression que l'épisode d'après, ça va être, mais celui qui n'a pas le pouvoir, est-ce qu'il va pas remettre une rébellion et tout? Bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas la zone la plus intéressante de Non, mais en Westeros. fait, là où ils l'ont loupé, c'est qu'ils auraient dû la développer davantage et notamment insister beaucoup, plutôt aussi. Bah, quoique, en fait, dans le bouquin, ça arrive vraiment intégral 4 et voilà. Mais là où ça aurait été vraiment intéressant, c'est de davantage développer le personnage dont je suis pas sûr du nom, donc le père Choukas, c'est pas Fouras, Tech, et surtout le dieu noyé, en fait, qui est très important. Le côté religieux chez les Ferney est très très important. Et en fait, là où tu dis que ça va faire du surplace, c'est que dans le bouquin, ça en fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, du coup, devient le successeur du roi décédé, et ça a des conséquences énormes pour la suite de l'intrigue, et du coup, ça va relier différentes histoires. Et ça, c'est vachement intéressant. Bon, en tout cas, on en a déjà parlé. Notre croyance, c'est que les bateaux des Ferney vont être utilisés potentiellement pour aider Daenerys à traverser. Moi, je suis curieux de savoir quel va être le tournant de tout ça pour en arriver là. Mais il faut bien qu'ils aient une utilité, ces bons petits gens, parce qu'on n'est pas en train de passer du temps à la regarder pour rien. Il y a un indice dans le trailer, c'est que, comme on disait la dernière fois, il y a la sœur de Théon qui roule une pelle à une prostituée de Volantis, donc le continent de Daenerys. Ok, prochaine zone, messieurs. Où voulez-vous que l'on se balade maintenant? Chez Jon Snow? Chez Port-Réal, à Port-Réal avec Jon Snow, non? Ouais, alors si Port-Réal, du coup, je m'immisce en premier. J'en parlais pendant l'émission live. Je me suis rematé toutes les 5 saisons de Game of Thrones. Et arrivé au dernier épisode, je me suis dit, mais est-ce que il y a des zones qui ont avancé? Est-ce qu'il y a des zones qui n'ont pas avancé? Et alors là, surprise. En fait, Port-Réal, il n'y a rien qui a bougé. Mais en fait, c'est la situation des Lannister qui change. Ils s'affaiblissent petit à petit. Il n'y a rien qui a bougé. Oui, mais ils ont une situation qui est très solide. Et en fait, dernier, petit à petit... Le dernier épisode de la saison 5, c'est déjà l'oncle qui gère... tu parles par rapport à la saison 5. Justement, c'est ça qui a bougé. Oui. C'est ce que je voulais te dire pendant live. Maintenant, on a vu que Cersei, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça y est, Cersei et Jaime ont affirmer leur pouvoir un peu. Ils ont surtout retourné Olenna Tyrell. Ils ont retourné, voilà, ils les ont retournés et là ça y est, ça change. En fait, moi j'ai juste l'impression que on va voir que ça va avancer l'épisode prochain. Oui. Ouais. Mais on a déjà un petit indice sur parce que là tout de suite la Queen of Thorns, la reine des épines, elle dit allez vous faire foutre, j'ai changé d'avis. Bon, bah c'est foutu quoi. Sur quel sujet? Sur le fait d'envoyer son armée pour aller combattre le grand moineau. Oui, parce qu'elle veut pas que Margaery fasse si elle décide qu'au final, peut-être c'est dangereux ou qu'elle s'associe avec le grand moineau, c'est foutu. Donc en fait, le trailer nous montre l'armée Tyrell avec Massey Tyrell et Jaime devant le grand moineau. Donc on le savait déjà. Mais on ne sait pas si ça va pas venir un peu plus tard. Bon, on a des doutes. Mais le truc, c'est que globalement,
il n'y a rien qui a avancé. Il n'y a rien qui a avancé. Le grand moineau, il n'y a rien qui a bougé. Tommen, on a l'impression qu'il s'est fait retourner le cerveau comme il s'était déjà fait retourner le cerveau. Il n'y a rien qui a bougé. C'est hyper chelou. Je dirais même plus que c'est retourné en arrière, en fait, concrètement. On est revenu au moment où Cersei et Jaime géraient le bordel. C'est comme Arya. Mais ça, on va en reparler sur Arya. Mais je dirais pas que ça fait un... Arya, ça fait un retour en arrière. Par contre, les Lannister, ça fait vraiment du surplace. Et c'est bizarre. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de prendre leur élan, tu vois. Ils sont en train de faire du surplace. On fait du surplace, etc. Et épisode 8 ou 9, j'ai l'impression qu'en fait, quand Daenerys va arriver à Port-Royal, il y aura plus droit. Tu le sens déjà cette saison-là ? Peut-être genre à la fin de la saison. Mais j'ai l'impression que le Port-Royal, il y aura plus droit. Tommen sera mort. C'est la prophétie. C'est la prophétie de la sorcière. Tommen est mort. Il n'y a plus droit, il n'y a plus personne. Et Daenerys prend ses bateaux. Et Westeros, c'est grand ouvert, quoi. Qui remplace Tommen si Tommen meurt ? Bonne question. Et en fait, c'est Marjorie. Oui. Mais alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans le trailer, on voit des Fnatic tabasser... Des Fnatic oui, sur LoL et tout, contre les c'est pas les mêmes. Contre les Vitali. Et en fait, on les voit tabasser un personnage qui est au sol. Et il y a eu beaucoup de théories sur qui est ce personnage. Et ben, ça pourrait être Tommen. En fait, le truc qui pourrait se passer, c'est que Jaime, avec Mace Tyrell, attaque le Grand Moineau. Et que, comme dans le palais, le Grand Moineau a des espions et donc potentiellement des troupes, ils s'en prennent à Tommen à ce moment-là. Et Tommen meurt, ce qui expliquerait pourquoi la prophétie. Elle est touchante, cette scène... De retrouvailles ? Ouais, cette scène de retrouvailles entre Marjorie et Loras. Ouais. Vraiment, elle est assez touchante. Et elle fait comprendre peut-être que Marjorie, elle va devenir religieuse du Grand Moineau pour sauver Loras. Mais je pense qu'elle va pas essayer de le sauver. Parce que Loras lui demande de pas la sauver. Lui, Loras, là, il veut mourir. Quand il dit j'en ai marre, etc., c'est pour balancer toute la réalité la vérité de tout. Oui. Et donc que tout le monde reste en prison. Elle peut pas le laisser faire. Dans les faits, il y a que Marguerite qui restera en prison parce qu'elle a été complice. Mais Loras, quoi qu'il arrive, il s'en sortira jamais vivant tant que le Grand Moineau est en vie. Bah oui, mais si Loras il ferme sa gueule, Marjorie elle a une chance. Si Loras il l'ouvre, Marjorie elle reste en prison. Oui, clairement. Bah voilà. C'est assez flou. Et ça peut même rejaillir sur les Tyrell, etc. Et accessoirement, on va voir le procès de Cersei. C'est pas vraiment le lieu pour en parler, mais le truc c'est que on a l'arrivée du Grand Moineau, elle se fait en 2 épisodes. Et en 2 épisodes, il y a ces mecs qu'on n'a jamais vus nulle part, qui sont devenus plus forts que toutes les dynasties de Westeros. C'est extrêmement facile la manière dont ça a été amené. C'est le peuple en fait. Ouais, mais le peuple, on n'en voit jamais. On voit jamais la gueule d'un mec du Grand Moineau avant le moment où il arrive. Mais en fait, quand la secte du Grand Moineau est acceptée par Cersei, en fait, il prend avec lui tout le peuple qui est en colère contre les Lannister. Geoffrey qui se fait bombarder quand il se bat dans Port-Royal, Sansa qui a deux doigts. C'est toi qui fait l'explication ou c'est une explication qu'il y a dans le livre qui n'est pas dans le non, la série dans le Parce livre. Que dans la série, c'est vraiment. Mais non, mais dans le livre, les fanatiques, c'est des gens du peuple. Et certains qui ont péché et qui sont revenus, genre Lancel, qui allait mourir et qui a retrouvé En fait, je vous rejoins tous les deux. Oui, c'est sûr, c'est des gens du peuple, mais après, il faut avouer que c'est vraiment un peu arrivé très, dans la série, oui, c'est comme ça. Dans le bouquin, ça prend plus de temps. Bref. Donc, on peut avancer. Il y a du Arya dans cet épisode, si je me trompe pas. Non, il n'y en a pas. Les points là, il n'y a pas de Bran non plus. Il n'y a pas de Bran, tout à fait. Il y a Littlefinger. Bon, alors, je vais quand même faire une petite remarque sur Arya, même si elle n'est pas là. Mais je vais faire très vite. C'est que, en fait, à la fin de la saison 5, Arya, elle met un masque du dieu sans visage pour changer de visage. Quand juste avant d'assassiner le mec, elle a un masque. Elle arrive à mentir sans se prendre un coup de bâton. Tu vois, juste avant, etc., ils ont leur entraînement et elle ment sans avoir un coup de bâton. Et en fait, la saison 6... en le revoyant et tout a posteriori, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont fait un retour. Soit ils ont fait un retour en arrière et elle est moins forte. Enfin, tu vois, ils l'ont rendue moins forte pour pouvoir gagner du temps et pour qu'elle reprenne en niveau, que de nouveau, elle arrive à mentir sans se prendre des coups de bâton, sans être détectée. Ou alors, elle est en train de le fourber. Et donc, en fait, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai envoyé une petite image où, en fait, on voyait Arya, avant de prendre le poison, qui préparait des potions
Et on voit dans la saison 5 qu'elle est déjà au courant de quelques-unes des potions utilisées dans le temple. Donc je me demande si c'est un effet de scénario un peu loupé, ou si on piétine et donc on la rend moins tu vois, consciente de ses capacités, ou alors est-ce qu'elle est en train de manipuler le temple. Et je trouve ça super intéressant d'imaginer qu'elle manipule le temple. Mais bon, passons, c'est pas le sujet de cet épisode. Littlefinger, rapidement. Ouais, Littlefinger qui arrive au Val chez les Arryn. Et première fois qu'on le voit de la saison. Première fois qu'on voit de la saison, première fois aussi qu'on voit j'oublie toujours son nom, le petit prince du Val, un peu teubé Robin. là, Robin. Bizarre, non, cette scène avec Littlefinger. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'est Littlefinger qui prend vraiment le contrôle. Ouais, là, du Val, c'est réglé. Le truc le plus intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'à la fin de la scène, une fois qu'il dit OK, avec tous les chevaliers du Val, on va partir en guerre et tout, et il dit on va aller voir les frais. Ouais. C'est surtout qu'il magouille un peu dans tous les sens. Ouais, parce que mystère, les frais étaient les alliés des Roose, des Bolton, enfin de Roose Bolton, pour le Scarlet Wedding, pour le mariage pourpre. Le Roose Bolton s'est marié avec une femme Frey, une des filles pour tu vois, sceller leur amitié. Elle est dézinguée il y a 2 épisodes, enfin il y a un épisode. Et là, d'un seul coup, donc Littlefinger dit qu'il va aller voir les Frey. Donc soit c'est parce que les Frey sont maintenant ennemis des Bolton, parce que comme au Scarlet Wedding, ça s'est juste passé sur le fait qu'il n'a pas voulu l'épouser, la petite... Donc on pourrait imaginer que bon, si le mec il dézingue tout le monde juste parce qu'il y a un refus d'époux, enfin tu vois, de se marier, au final que ça parte en guerre totale sur il a une de ses filles qui est butée, ou alors c'est parce qu'il part buter les Frey pour aller récupérer les Tully. Mais dans les faits, Valder Frey n'a pas tué Robb et Catelyn parce que... Mais non, mais c'est... pourquoi alors la chanson des Lannister pendant les noces ? C'est les Lannister qui ont payé, qui ont fait une alliance avec les Frey pour zigouiller Valder. Et comme il avait... en fait, les Frey ont quitté l'armée de Robb parce qu'il n'a pas voulu se marier. Ça, c'est vrai. Par contre, comme ils n'étaient plus dans l'armée, après, les Lannister ont pu les acheter. Donc c'est quand même eux qui ont tué. Mais il les a pas tués parce qu'il avait refusé le mariage. Il les a tués parce que les Lannister ont fait une alliance avec Ils ont quitté l'armée parce qu'il avait quitté le mariage. Ça, tout à fait. Bah voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'il a accepté de les buter, c'est parce qu'il y a certes les thunes, certes ils sont c'est vrai, dans l'armée, mais il y a les Lannister qui sont dans le truc. Oui. C'est ça qui a fait que Robb est mort. Et bah donc c'est exactement ce qu'on dit. Il s'est allié à une autre famille au moment où le mariage a été refusé. Oui. Bah voilà. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que cette scène là de Littlefinger dans le Val me fait dire qu'il a compris ce que lui avait dit Cersei une fois à Port-Réal où ils ont cette discussion Power is knowledge et que Cersei fait reculer de 3 pas machin et les gardes font exactement ce qu'elle dit et qu'elle finit par no, power is power. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ça y est, Littlefinger a compris que le pouvoir, c'est juste le pouvoir. Et il l'a montré avec cette espèce comment il s'appelle d'ailleurs un peu le bras droit, du coup, de la sorte de main du roi du petit prince du Val. Voilà, ouais, ça montrait un peu tout comment Littlefinger a grandi et qu'à mon avis, ça va être une belle ordure. Mais par contre, en c'est fait, rare. je pense pas que ça serait une ordure. Par contre, c'est rare que Littlefinger laisse un ennemi ou quelqu'un qui peut le menacer comme ça vivant. C'est très rare. Enfin, j'ai pas d'autres exemples. En fait, Littlefinger, dans le bouquin, c'est encore plus visible que dans la série. C'est vraiment lui le big boss du Val. C'est lui complètement, le gamin, c'est sa marionnette. Oui, là, c'est le cas. C'est encore plus marquant dans le bouquin. Et là, je pense que Littlefinger est plus dans un mode où il a fait le choix d'être allié avec Sansa. C'est lui qui a poussé Sansa dans cette situation-là et il va l'aider parce que ça fait partie de son plan. Quelle est la finalité de son plan ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, très clairement, il veut aider Sansa et Jon. Complètement. Et du coup, dernier endroit, si je ne me trompe pas, Jon Snow. Non, il y a Ramsay avant. Avec oui, exactement. Il y a Ramsay avec Osha. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je l'ai trouvé trop stylé cette scène. Alors, ça va être bizarre à dire, mais j'adore le personnage de Ramsay. J'aime quand il est à l'écran,
bien sûr, on le déteste pour tout ce qu'il fait. You Ouais, voilà, je are savais que ça allait être bizarre de dire ça. Je trouve, en fait, c'est juste que je trouve le personnage super bien construit. Et là, encore une fois, si vous voulez, quand Osha, donc Osha, celle qui est avec Rickon, qui a protégé Rickon, Bran, voilà, pendant tout ce temps, arrive, j'ai vraiment pensé à cette théorie qu'on avait évoquée, c'est-à-dire, en fait, c'est une ruse, Osha et Rickon ils savent très bien pourquoi ils sont là, machin. Et en fait, c'est toujours peut-être le cas, hein, parce que concrètement, on ne le sait pas encore. Osha a essayé de séduire Ramsay, mais elle s'est pris un énorme schlass dans le cou, et puis voilà, histoire finie. Et j'ai bien aimé comment ils essayent de te faire penser un truc, et en fait, en 2 secondes, non, où les mecs, oubliez pas que c'est Ramsay, voilà, hop, il la bute, Il a vraiment pas d'âme, parce qu'il alors- la pomme après avec le couteau qui vient de se... Alors, Il a pas d'âme. ouais, alors, 2 trucs. Un, c'est quand même marrant parce qu'en fait, donc il épluche la pomme. Et juste après qu'il ait tué Osha, on voit qu'en fait, il s'en fout et qu'il mange la peau. Et que depuis le début de la scène, il a mindfuck. Maintenant, il y a. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, et maintenant, il y a une théorie dont on vous a pas parlé. On en a parlé à plusieurs reprises en off. C'est la théorie des Humber qui seraient en fait, qui auraient amené Rickon pour tuer Ramsay, ou en tout cas pour retourner. Nico. Est-ce que tu peux nous en dire plus que 2 mots? C'est une théorie comme une autre, c'est-à-dire qu'en fait, Rickon arrive avec les Humber. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Ross Bolton et les Frey ont tué le père Humber au Noces Pourpres. Et le Nord n'oublie pas. Et le Nord n'oublie pas. Et en fait, là, aujourd'hui, les Humber sont indépendants, etc. Ils n'ont pas plié genoux devant les Bolton, mais ils collaborent officiellement avec le don de Rickon. Sauf qu'il y a plusieurs trucs qui sont intrigants. Déjà, l'absence d'esprit de revanche des Humber, c'est Humber ou Humble parce que... C'est Humber, et surtout le truc, c'est que les Humber sont à 2-3 reprises dans la série, alors que la série cite pas forcément beaucoup de noms, cités comme des gens extrêmement loyaux et de très très grands combattants. Ouais, et alors, donc ça, c'est tout à fait vrai, c'est un élément à prendre en considération. Et ce qui est intéressant dans cet épisode où on le voit, les Humber et Rickon, c'est qu'en fait, le loup, la tête du loup qui est posée sur la table, moi, ça m'a tiqué tout de suite, c'est que la tête de ce loup est tellement plus petite que le crâne de Fantôme, où, rappelez-vous, quand Robb est mort et qu'ils ont cousu la tête de son loup sur son tronc, le loup a une tête mais énorme, mais vraiment énorme, quoi. Ça a absolument rien ça n'a en aucune mesure la taille d'un loup, d'un vrai loup. Et là, le loup qui est sur la table de Ramsay ressemble vraiment à un vrai loup. Donc à mon avis, c'est pas du tout le loup de Rickon. Et c'est fort probable que ce soit en fait un piège de Rickon et des Humber, et qu'en fait ce soit l'élément qui fasse que Jon et Sansa arrivent à prendre le dessus, parce que les Humber vont trahir Ramsay dans son dos en pleine bataille, quoi. Bah, du coup, on peut faire la transition entre Ramsay et Jon avec cette lettre qu'a écrit Ramsay et que reçoit Jon pendant le dîner. Lettre assez inquiétante, hein, Come and See. Je l'ai trouvée ultra folle. On cette sent lettre. à l'écriture que Ramsay, c'est quelqu'un qui slame. Oui. Tu vois? Come and See. Viens voir un peu de quoi tu chauffes, come and see. Come and See. Et Jon, comment ça se passe la vie? Come and see. Tu vois, on sent que le mec, il a l'habitude de poser ses mots, de poser son flow. C'est ça qui est bien avec Ramsay, c'est qu'il a le naturel. Il est loin d'être con, c'est ce qui le rend encore plus dangereux, quoi. Non, et puis cette lettre est intéressante. Alors pourquoi je vous en parle en premier? C'est parce qu'il y a Tormund à côté de Jon quand il lit cette lettre. Épisode d'avant, Jon ne savait pas vraiment si les sauvageons allaient le suivre. Voilà. Là, clairement, Tormund entend ce que Ramsay écrit sur eux. Et je pense que c'est juste le déclencheur de c'est bon, on y va, les sauvageons nous suivent et on lui casse la gueule. La loyauté des sauvageons, pour moi, ne fait aucun doute. C'est quand même les sauvageons qui viennent défoncer les traites de la garde de nuit. Et il y en a plusieurs qui meurent pendant la bataille pour essayer d'aller... Parce que dans les faits, les sauvageons interviennent pour venger Jon. Pas pour aller le sauver, il est mort. Ils le savent à ce moment-là qu'il est mort, Jon. Il n'a pas encore été ressuscité. Ils interviennent pour le venger. Donc je pense que les sauvageons sont très clairement déjà fidèles à Jon. Mais tu as raison, ça renforce complètement leur ça fidélité. renforce. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils nous donnent des chiffres. Ils nous donnent des chiffres en disant il y a 2000 sauvageons. Oui. Donc on est passé d'une armée d'1 million à 2000 personnes. Donc ce qui veut dire qu'il y a 998 000... Enfin, il y a 5000 sauvageons au total, mais des femmes et des enfants. C'était pas l'armée qui avait 1 million, c'était l'ensemble des... Donc il y a 995 000 marcheurs blancs maintenant. Non, ils sont pas morts. Ça fait une belle armée. Mais ils sont pas morts. Hein. Ils sont repartis. Ils sont pas morts. Hein.
Qui sont repartis. Les sauvageons qui n'ont pas victimes, franchi le mur, ils sont pas morts. Hein. Ils sont repartis, mais ils sont pas morts. Mais en fait, il y a l'épisode d'après où tu vois qu'ils vont essayer de les sauver et ils disent oh mon Dieu, Hall de Nord et Oui, mais ils y sont pas tous. Il y a des clans de sauvageons qui sont pas du tout restés avec Tormund. C'est le clan de Tormund qui est là. Et non, qui il se y fait a des attaquer. Tain, il y a plein de clans. Ouais, mais ils y sont c'est pas peut-être vrai qu'il y en a d'autres, mais il y a beaucoup de clans. C'est pas du tout que le clan de D'ailleurs, on les Tormund. voit plus, les sauvageons cannibales chauves. Mais non, parce que les Non, Tain, ils se font zigouiller. ils se font zigouiller. Ils se font tous zigouiller, ok. Ouais, c'est pour ça. Alors, peut-être qu'il y a d'autres clans, mais la série ne les montre pas du tout. On est d'accord. La série est claire que tous les personnes restantes sont devenues des. Bref. Donc, on a des chiffres. On a quoi comme chiffre ? Il y a 2000 sauvageons capables de prendre une arme. Il y a 50 gardes de la nuit. Ouais, oui, pardon. Donc, ça nous fait une armée de 2000 et 52 personnes, parce qu'on va compter Brienne, Tarath et 54, Pod. Mélissande et Davos quand même. Ouais, bon, je suis pas sûr que Mélissande va prendre son petit poignard, mais pourquoi pas. Et derrière, alors, bon, ils ont un géant. Bon, ok. Et on est censé avoir enfin 5000 personnes. Sachant que la série aime bien jouer que Ramsay, c'est le maître du je te mindfuck. Donc quand il dit 5000, c'est sûr que c'est 10 000. C'est plutôt son père, je trouve, le maître du mindfuck. C'était plutôt Roose Bolton. Ramsay, au Oh, les contraire, deux. il était calmé par Roose Bolton. Bah, les deux, on l'a bien vu avec la scène où justement il fait exprès de ne pas manger la peau. Oui, en Il face fait- à face, mais il est-ce fait que la toujours. stratégie militaire est la même ? Je sais pas. Bah, en fait, c'est la même fourberie qu'il avait utilisée pour buter Stannis. Il y avait 20 personnes. Au lieu d'affronter directement, il a pris 20 personnes. Ils ont mis le feu aux vivres, etc. Il affronte pas forcément toujours frontalement. C'est la manière dont il a récupéré Winterfell à Théon est quand même un énorme coup de génie. Hein. Donc, si tu veux, le truc, c'est que c'est souvent du mindfuck. Et quand il dit 5000, moi, je pense qu'en fait, c'est 10. Et que du coup, on va avoir des mecs du Nord. On va avoir plusieurs, nobles du Nord qui vont s'allier avec Jon Snow pour aller combattre. Ils vont dire « Ah, c'est super, on a 4500 personnes, mais on a un géant, on va leur niquer la gueule. Et Ghost » Et on a Ghost. Et alors, le truc, c'est que d'un seul coup, il va y avoir 10 000 personnes en face. Et c'est à ce moment-là qu'arrivera par magie une armée. Et alors là, pour moi, est-ce que c'est l'armée de Littlefinger ? Est-ce que c'est les Ferney ? Est-ce que c'est Dorne ? Ah putain, ils se sont cassés le cul. Hein. Ils ont remonté toutes les Westeros. Dorne, il ne pense qu'à Port-Réal. Là, Le du problème, Ouest. je suis d'accord avec vous, ça n'aurait pas de sens qu'ils interviennent là. Mais le problème, c'est que dans le premier épisode, ils ont fait intervenir Dorne. Et là, on n'en entend plus parler. S'ils ont fait intervenir Dorne, il y a forcément une raison. Ils vont forcément revenir. Et Ouais, mais plutôt vers Port-Réal, je C'est dirais. Port-Réal et Lannister. Oui, Ouais. mais le truc, c'est qu'il y a dans le trailer, on voit Jaime et on voit Bronn Ils vont du côté s'auto-tuer. des Tully. Ils vont Donc, s'auto-tuer. Jaime va bouger de Port-Réal. Il ne va pas y rester. Il va forcément être dans la zone des Bolton, des Tully, des Frey, etc. Donc il va être dans le bordel. On sait juste que Bronn bouge, pas Jaime. Mais si, Jaime, on le voit courir à cheval et il passe devant des tentes de Lannister dans un décor qui est très verdoyant et gris. C'est la zone des Tully. Ouais, ou des frais. Et Ok. sinon, à cet endroit, il y avait Jon. Oui, mais c'est la même. Frey Tully, ils sont en train d'assiéger les Tully. Sinon, à cet endroit, il y avait Jon. Il y a aussi Mélissande, Davos, Brienne. Petite scénette sympathique entre les trois. Hein c'est moi qui l'ai buté, hein. Ça Ouais. vous fait chier? Qu'est-ce que tu vas C'est faire moi qui maintenant l'ai buté. Mais n'empêche que Elle c'est est quand même géniale, cette scène. Non, bah oui, elle a perdu Renly à cause de ces deux-là. Ouais. Et eux ont perdu Stannis à cause d'elle. Et ben en fait, c'est maintenant, c'est balle au centre, on reprend tout à zéro. Parce qu'en fait, Brienne, Davos et Mélissande, très clairement, ce que dit cette scène, c'est que là, ils sont en opposition et ils font les comptes. Mais qui sont liés. Mais dans les faits, ils sont alliés. Et puis ils sont liés par quelque chose. Oui. Ouais. Par les Stark. Alors, Tormund et Brienne. Il va se la taper. Ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment l'humour Ouais. qui m'a beaucoup fait rire. dans Est-ce les qu'ils films. vont Oui, mais briller- c'était léger, tu vois. Est-ce qu'ils vont brillonner ou pas? Je sais pas. Tel Michonne. Je pense que il va y avoir un grand combat. Et après ce grand combat, ils vont peut-être brillonner. Mais pour l'instant, je pense qu'elle est trop à cheval sur ses principes. Mais, elle est mais en fait, ça m'étonne même pas de Tormund qui voit arriver une grande guerrière comme ça. Lui, il est là. Surtout oh qu'à mon chaque Dieu. fois, par contre, ce qui est horrible pour Brienne, surtout qu'à chaque fois, si je ne me trompe pas, il raconte l'histoire de comment est-ce qu'il a fait l'amour à une ours. Vous vous souvenez de ça? Là, je m'en souviens pas. Et le truc, c'est que bon, voilà, bon, je trouve que c'est un peu dommage pour Brienne. Et Ouais, juste Tormund, un truc c'est un bon gars. important que en fait,
tout le monde, je sais pas, mais en tout cas beaucoup de personnes ont zappé, c'est que là, ce qui vient d'arriver avec Sansa à Château Noir, c'est une deuxième épée de Valyrian Steel avec Oathbreaker que porte Brienne. Donc c'est une deuxième épée capable de tuer sur les 3 de tout Westeros, capable de tuer les marcheurs blancs. Ça, c'est quand même un gros coup de bol. Ouais. Et oui. Et donc l'arrivée de Sansa avec Jon, alors, outre le côté émouvant dont on a parlé déjà tout à l'heure, il y a juste un truc qui moi m'a marqué dans cette scène-là, c'est que en fait, Jon, bon, il dépose les armes parce qu'il est encore choqué du fait qu'il est mort, et je peux le comprendre. Il dépose le bilan, calmement. Voilà. Mais par contre, Sansa, c'est la patronne. C'est-à-dire que Sansa, elle lui dit, bah écoute, tu viens pas avec moi, moi j'y vais. Enfin, Sansa, plus rien ne l'arrête. C'est la patronne, elle veut récupérer le Nord, elle veut venger sa famille, elle veut récupérer ceux qui sont en vie. Et ça, c'est merci Littlefinger parce que c'est elle qui l'a transformé comme ça. Moi, je veux aussi rajouter un tout petit truc avant qu'on arrête cette vidéo. Je suis toujours ultra étonné de la légèreté avec laquelle tout le monde prend la résurrection de Jon. Mais même Sansa, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça a pas l'air de trop les choquer. Prenons l'exemple la dernière fois on en parlait. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus, voilà, ils se sont pas mis à faire sauter par terre. Il fait des bouquins. Voilà, le mec il a été résurrecté. Bon, ils ont pas dit genre. Il dit exactement les mêmes mots que la semaine dernière. Résurrecté et tout comme la semaine dernière. Ils ont pas dit bon bah on va prendre cette pierre, je vais faire mon église avec. Ils ont pas pété les plombs. Ils ont juste dit bon bah c'est cool, on se fait un foot. Ils ont éructé. Enfin bref, donc tout ça pour dire bon oui c'est vrai, mais tu es dans un monde où ils ont accepté de voir des marcheurs blancs et les morts reviennent beaucoup dans le nord, surtout dans ce mais coin-là. pas forcément dans le bon. Mais que manière. même lui se pose pas des questions. Tiens, comment ça se fait qu'il cherche un peu, tu vois, pourquoi ça a marché. Non, mais moi si je meurs et qu'on m'amène à la vie, je cherche pas à comprendre, je dis merci. Non mais il y a une raison. Enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que ça fonctionne. C'est le fait qu'il n'y a pas de paradis ni de truc après la mort dans Game of Thrones. En fait, quand il meurt, à chaque fois, les gens, quand ils sont interrogés, ils disent « il n'y a rien ». C'était je suis mort, il n'y avait rien. Et donc, en fait, le truc, c'est que ça aide. On n'a pas, tu vois, en termes d'histoire et de flux narratif et en fait de manière cognitive de comment est-ce qu'on comprend l'histoire, le fait qu'il n'y ait pas un voyage dans l'au-delà de l'âme, etc. Non, le corps, il est mort, ça s'est éteint, il est réavivé, le corps réapparaît avec la conscience qui va avec. Et du coup, ça facilite, je pense, la compréhension de il est mort, il revient, il est mort, il revient, il est en marcheur blanc juste parce qu'il a été réactivé, etc. Donc ça aide, je pense, à la compréhension de ça. Ouais, pas convaincu. Pas convaincu. Je reste sceptique. Bon. On s'arrête là-dessus et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau débrief d'épisode. Et puis il y aura une autre vidéo également sur Game of Thrones pour vous parler de la fin de la série. Peut-être juste un dernier mot de méditation. Si Westeros est l'Europe, et si on considère que les Belges sont les gardes noirs, quand en permanence ils nous disent « il fait froid chez nous, venez nous aider » et que personne n'y va, sauf pour boire une bière de temps en temps, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que nous envoyions des convois humanitaires en Belgique ? La question se pose. Merci. Merci à vous. On adore les Belges. Merci à vous. N'écoutez pas, on adore les Belges. Et donc, soutien à toute la Belgique. À demain. Ciao.